Voilà, donc je vais vous parler des transformations et des enjeux, donc des enjeux notamment éthiques, du travail relationnel qui a été réalisé par les soignants dits paramédicaux, donc je me suis intéressé principalement aux infirmières et soignantes, dans un service de réanimation parisien pendant les premiers mois de cette crise. Alors, très rapidement sur l'enquête ethnographique, donc c'est une recherche qui repose sur une enquête ethnographique qui a été menée entre novembre 2020 et août 2021, donc deuxième, troisième vague grosso modo, dans un service de réanimation de la PHP et dans le cadre du projet ANR Covid Ethics, sur lequel j'ai donc travaillé comme postdoctorant. Et pour commencer, je vais donc revenir sur quelques éléments centraux dans le travail de soins en réanimation. Donc tout d'abord, en réanimation, il y a la plupart des patients qui sont sédatés, c'est-à-dire qu'ils sont profondément endormis avec de puissants anesthésiants, ce qui implique en quelque sorte déjà à la base que les interactions soignants-patients elles sont fortement contraintes. Et à cela s'ajoute donc le fait que les patients ils sont généralement dépendants aussi d'un ensemble de dispositifs techniques auxquels ils sont reliés physiquement, par exemple des appareils de dialyse, des ventilateurs mécaniques, des pousse-seringues électriques, etc., etc. Et donc le sociologue Thomas Denise, il parle en ce sens de patients techniqués. Et à partir de là, donc, pour ces soignants, ces réalités quotidiennes du soin, elles contribuent fortement à un sentiment d'effacement des patients, et j'entends par effacement des patients le sentiment de disparition du patient en tant que sujet singulier. Et face à ce processus, donc, les soignants ils doivent redoubler d'efforts pour redonner toute sa place au sujet dans le travail et les activités de soins. Et c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles les soignants en réanimation, ils parlent toujours aux patients, même s'ils sont profondément endormis, en leur expliquant ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils s'apprêtent à faire. Ce qui est important aussi, c'est le travail, c'est la relation qui se construit avant la sédation, si le patient il arrive conscient dans le service. Ce temps, il est alors mis à profit pour construire la relation soignant-soigné, et notamment pour apprendre des choses donc, de la vie personnelle du patient, de son histoire, de ses traits de caractère, etc., etc. Bien sûr aussi de son parcours thérapeutique. Et dans ce processus, les proches aussi tiennent une place essentielle, puisque ce sont eux qui vont donner directement ou indirectement des informations sur cette vie personnelle des patients, en discutant avec les équipes bien sûr, mais aussi par exemple en rapportant un certain nombre d'objets dans la chambre du patient. Et donc pour les soignants, toutes ces informations, elles constituent autant de ressources qui permettent de s'engager dans la relation de soins en faisant des patients des sujets singuliers. Donc tout ça, c'est ce qui se passe en temps normal, en situation ordinaire, hors crise si l'on veut. Et tout ça, ça implique qu'en situation donc normale, ces soignants, ils opèrent en fait un double travail qu'on pourrait appeler un double travail relationnel. Donc d'une part, un travail qui vise à inscrire le patient dans une histoire, et pas seulement une histoire thérapeutique, mais bien dans un réseau de relations, d'événements, de souhaits, de valeurs aussi et d'aspirations. Et d'autre part, en parallèle, donc, s'opère un autre travail qui consiste au contraire à ne pas se laisser affecter, ou plus précisément à ne pas se laisser trop affecter, justement, par ces histoires qui peuvent résonner avec celles des soignants et donc les mettre en difficulté sur le plan émotionnel notamment et venir ainsi déstabiliser la relation de soins. Donc ce travail relationnel, c'est donc le fruit d'un double mouvement de deux activités, si on veut, qui sont en parallèle mais qui sont complémentaires et indissociables, mais qui sont aussi animées par une tension qui est un peu intrinsèque, puisqu'il s'agit à la fois de saisir la singularité de ces patients tout en prenant garde à ne pas se laisser trop affecter. Et un double travail qui s'opère donc afin de trouver ce qu'on pourrait appeler la bonne distance dans la relation de soins. Une bonne distance qui, pour ces soignants, permet aux soins donc de s'exprimer et de se réaliser de la meilleure des manières possibles, si on peut dire. Et donc, dans cette période de crise Covid, les repères se brouillent et ce travail relationnel, il est ébranlé, et on va voir un petit peu maintenant comment il est ébranlé. Donc, tout d'abord, lors des premiers mois de la crise, les patients, ils étaient tous intubés, souvent avant d'arriver en réa, ou alors en extrême urgence, directement en arrivant dans le service. Un autre point important, c'est que les familles, pendant plusieurs semaines, elles ont été évincées, elles n'avaient pas le droit d'accéder à l'hôpital et donc au service, elles ne pouvaient donc pas voir leurs proches. Donc ça, c'est deux raisons qui ont considérablement empêché le recours aux ressources et aux stratégies habituelles pour justement trouver cette bonne distance. Et à cela, il faut ajouter une autre raison, c'est qu'étant donné la gravité de ces patients, ils avaient tous des séances de ce qu'on appelle un décubitus ventral, qu'on appelle DV dans le jargon médical. Donc le DV, rapidement, ça consiste à retourner le patient sur le ventre. C'est physiologique, c'est qu'en fait, ça va lui permettre un meilleur apport d'oxygène. Et donc, on retourne régulièrement ces patients sur le ventre pendant plusieurs heures, et ensuite, on les remet sur le dos. Il faut savoir, pour faire un DV, il faut être au moins 6 soignants, d'autant qu'il faut mobiliser des corps qui sont donc inertes, des patients qui sont endormis, profondément endormis, souvent des patients aussi qui sont en surpoids avec le Covid-19. Et en plus de ça, donc, comme on l'a dit, qui sont reliés à beaucoup de dispositifs techniques, un peu partout sur le corps.
Et c'est donc à la fois ce DV un soin qui est très physique et qui est très technique, puisqu'il faut mobiliser un patient sédaté, et en plus faire attention à ne pas déconnecter les divers dispositifs, donc à les débrancher, ni à blesser le patient avec. Et le DV, c'est non seulement un soin de dernier recours, mais c'est aussi un soin redouté, parce que ça abîme les corps, en favorisant notamment le risque d'escarre et le risque de contusion. Et donc les enquêtés, ces soignants, ils affirment tous faire des DV de temps en temps en situation normale, entre guillemets, mais au début de cette crise, c'est quasiment tous leurs patients, donc plus d'une vingtaine, qui sont retournés sur le ventre. Donc une charge de travail et de stress assez considérable, mais aussi une image du soin qui devient inquiétante, car les soignants, ils expliquent que la banalisation de cette pratique a donné le sentiment d'un travail, je cite, à la chaîne. D'autres me parlent d'un travail quasi-industriel, ou encore un médecin me parlera de son sentiment d'être dans un hôpital abattoir, en voyant donc tous ces patients techniqués, inconscients, sur le ventre, avec des corps abîmés et dans un état extrêmement grave. Et toutes ces réalités, elles contribuent donc à mettre fortement à l'épreuve le double travail relationnel ordinaire, cette capacité à trouver la bonne distance, puisque désormais il faut redoubler d'efforts pour réinscrire le patient comme sujet, avec des patients, donc on a dit, qui sont sédatés immédiatement, des proches qui sont absents des soins, et un travail qui renvoie à l'idée d'un travail à la chaîne, voire pire. Et donc à ce sujet, les soignants, ils affirment désormais redouter de ne plus être en mesure d'être affectés par cette situation, et donc de se retrouver malgré soi dans une distance aux patients trop importante et délétère pour le soin. Donc finalement, pour ces soignants, l'enjeu éthique, il réside désormais dans le maintien d'une capacité à être touché. Autrement dit, il y a une nécessité pour ces soignants de rester affectés, ou plus précisément de rester affectables, si on peut dire ça comme ça. Et il s'agit donc, pour ces soignants, de rester humain. C'est vraiment l'idée qui revient dans plusieurs entretiens. Il faut rester humain dans ce travail relationnel qui a été profondément reconfiguré par la crise, et où on a l'impression de déshumaniser finalement les patients. Et donc, on comprend là que cet impératif aussi de maintenir les patients comme sujets et de ne pas les déshumaniser, il opère en fait dans les deux sens. C'est-à-dire que ne pas répondre à cet impératif, c'est soi-même ne pas rester humain. Et on touche là à des enjeux éthiques assez forts, puisqu'ils remettent en cause, finalement, symboliquement et socialement aussi, sa capacité à se conduire comme un être humain et à soigner correctement. Alors, un petit mot rapide aussi sur une autre dimension de ce travail relationnel et d'accompagnement qui recoupe ces mêmes enjeux. Du fait des restrictions de visite, les soignants, ils ont dû accompagner aussi les patients, souvent dans des situations de fin de vie, alors que les proches, ils étaient bien présents, mais ils ne pouvaient pas venir. Or, ces soignants, ils ont l'habitude d'accompagner des patients qui n'ont pas de famille dans des situations de fin de vie. Ça fait partie de leur travail quotidien. Mais là, il y a une différence qui est fondamentale, c'est que ces patients, ils ont une famille, mais ils ne peuvent pas l'avoir à cause des restrictions sanitaires. Donc cette substitution, elle est vécue comme illégitime, même si elle est en même temps, aux yeux de ces soignants, indispensable. Donc injonction contradictoire, et surtout cette substitution, elle est vécue comme une souffrance. Il y en a beaucoup qui évoquent ce sentiment de se substituer aux proches avec amertume et tristesse en disant « c'était nécessaire, on est humain quand même, on n'est pas complètement inhumain », ou encore, et je cite encore, « ça choque mais on est humain, on ne peut pas les laisser mourir seuls ». Donc on retrouve une nouvelle fois ce champ lexical et la force des termes mobilisés avec cet enjeu de rester humain. Voilà, donc un travail relationnel qui est aussi un travail émotionnel, qui se réalise d'ordinaire dans un jeu à trois, avec les patients, les proches et les soignants. Or, dans ce contexte de crise, l'équilibre de ce jeu il est rompu, le travail il est reconfiguré, il se déplace avant tout sur les soignants, qui portent en cela de fortes et de nouvelles responsabilités. Alors pour conclure, peut-être qu'on peut essayer de rapprocher un peu ces expériences de certaines catégories d'expériences éthiques, une catégorie qu'on a essayé de mobiliser un peu dans le cadre de cet ANR avec d'autres collègues. Et là, je vais reprendre les propos de mes collègues qui ont parlé d'expériences éthiques et qui ont essayé d'identifier différentes sous-catégories à ces expériences éthiques. Et eux, ils parlent notamment des expériences qu'ils qualifient de souffrance éthique. Donc, c'est-à-dire des expériences de souffrance éthique qui émergent lorsque les individus réalisent des actes qu'ils condamnent moralement. Et ces auteurs, donc qui sont Paul Louveil-Dubuc et Anne-Caroline Clause-Verdreau, ils identifient également une autre catégorie expérientielle qui est très proche de celle de souffrance éthique, c'est celle de malaise éthique. Donc le malaise éthique, c'est ce qui implique non seulement qu'on condamne ses propres actes, mais aussi qu'on se soit senti obligé de les commettre. Et c'est sans doute ce qui se rapproche là peut-être le plus de ce que j'ai évoqué dans cette recherche, avec cette idée finalement que les soignants ils font face à ce qu'on pourrait appeler une nécessité éthique, mais immorale, à leurs yeux. Et ces deux notions, elles ont en commun de reposer sur une absence de pouvoir d'agir. Et là, je reprends encore les travaux de mes deux collègues. Et donc, pour conclure, on peut aisément comprendre, en tout cas c'est quelque chose à mon avis qu'il faut encore étudier et analyser, que ces expériences, elles ont fortement nourri les situations de souffrance et d'incompréhension qui ont pu favoriser des arrêts de travail,
des burn-out ou encore des bifurcations professionnelles et qui ont participé donc de la crise aujourd'hui de la pénurie de soignants dans de nombreux services hospitaliers. Et voilà. Merci beaucoup. Merci.